Mes chers compatriotes, nous sommes le 11 décembre 2023 et je réagis à chaud sur un événement très important qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le rejet par 270 députés contre 265 d'une motion proposant tout simplement le refus de lecture du projet de loi sur l'immigration qui avait été préparé par le gouvernement. C'est évidemment un désastre politique pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour Elisabeth Borne, puisqu'Elisabeth Borne avait fait savoir qu'elle n'aurait pas recours au 49 alinéa 3. Or voilà qu'à partir du moment où elle respecte la démocratie, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout de majorité pour soutenir un projet de loi qui est d'ailleurs très important. Et puis c'était évidemment un désaveu majeur et massif pour le président Macron, puisque décidément tout ce dont il s'occupe en ce moment, il a vraiment la poisse, rien ne marche. C'est un désastre dans tous les domaines et maintenant, dans ce domaine de politique intérieure ô combien sensible, qui est celui de l'immigration. Alors, on voit les réactions ce soir. Il y a tout le monde dit que c'est un désaveu pour le gouvernement, ce qui est tout à fait exact. Certains appellent à la démission de Darmanin. Il a d'ailleurs présenté sa démission et puis en fait, Macron a refusé la démission de Darmanin. Certains appellent à la démission de Madame Borne. Certains appellent à ce que Macron dissolve l'Assemblée nationale. Les gens qui disent ça simplement oublient qui est Macron. Macron est quelqu'un qui n'a absolument aucune éthique, qui n'a aucune envie de dissoudre l'Assemblée nationale. Il le fera que s'il est vraiment contraint et forcé par un blocage énorme des institutions. Mais là, tel qu'il est, j'imagine assez volontiers que ce soir, il doit se dire « Eh bien écoutez, quelles sont les solutions ? Soit je retire la loi purement et simplement, on n'en parle plus. Et puis on fera ça dans plusieurs années. Et puis on peut faire confiance sur les médias pour que dans 2-3 jours on n'en parle plus. Ou alors, autre possibilité, il recommence une navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale parce que la seule Assemblée à avoir voté sur un projet de loi, sur ce projet de loi immigration après avoir adopté des amendements, c'est le Sénat, notamment sous la houlette du sénateur très actif sur le sujet, du sénateur LR Retailleau. Donc il pourrait relancer la navette avec la proposition du Sénat et puis faire des allées et venues avec l'Assemblée nationale. Et puis aussi, il y a une autre possibilité, c'est de sortir l'article 49 alinéa 3. Je précise à cet égard que le nombre de recours à l'article 49 alinéa 3 est illimité pour ce qui concerne la procédure budgétaire. On l'a vu. Madame Borne l'a utilisé 20 fois, rien moins, pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. En revanche, il est limité, justement, pour d'autres sujets. Et justement, le gouvernement s'était arrangé pour ne pas préempter la nécessité éventuelle d'avoir recours à l'article 49, alinéa 3, pour faire adopter cette loi immigration. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de démission de Madame Borne, pas de démission de M. Darmanin, ça a d'ailleurs été refusé. Et puis il y aura soit la loi est mise de côté, soit on va se terminer peut-être par un 49 alinéa 3. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui ici, c'est que ce qui se passe, même si ça se termine un petit peu en eau de boudin, comme on dit, ce qui se passe en ce moment est d'une extrême gravité parce que il faut bien comprendre justement quel est c'est quoi qu'il y a au bout du bout. Au bout du bout, c'est que le projet de loi qui avait été concocté par Darmanin, modifié par le Sénat, remodifié par l'Assemblée nationale, était en fait un projet de loi composite qui comportait des mesures, certaines importantes et significatives, pas beaucoup, d'autres relativement accessoires, voire vraiment très très accessoires, et qui allaient dans un sens et dans l'autre. En fait, c'était vraiment du en même temps. Et c'était vraiment, on voit bien l'état d'esprit qu'il y a derrière, c'est de faire un plaisir à un petit peu tout le monde, flatter la gauche, flatter la droite, flatter l'extrême droite, flatter les écolos. Il y en avait un petit peu pour tout le monde. Et en fait, au lieu d'avoir l'accord de tout le monde, eh bien, il y a eu finalement un large désaccord. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, ce projet de loi n'est pas du tout ce qu'attendraient les Français
mais ça sera ma conclusion. Alors, ce projet de loi, c'était quoi? Eh bien, c'était d'abord l'instauration de quotas annuels, de quotas sur l'immigration et d'un débat annuel sur l'immigration. Alors moi, je trouve que l'instauration de quotas sur l'immigration me laisse assez songeur, puisque, sauf erreur de ma part, le problème de l'immigration est en partie un problème d'immigration illégale. Donc on ne va pas décréter des quotas sur les gens qui entrent en France frauduleusement. Et puis c'est fondamentalement, et j'y reviendrai tout à l'heure, le problème de l'immigration légale en France et en Union européenne. Je rappelle que pour l'Union européenne, on en est à 3,5 millions de migrants légaux chaque année. C'est le nombre qu'a révélé Madame Ylva Johansson, commissaire européenne de nationalité suédoise chargée des affaires intérieures au sein de la Commission européenne. Donc, moi, l'idée de discuter tous les ans de quotas, etc., me paraît être un peu lunaire, me paraît être un petit peu, comme on disait, vous savez, lorsque Constantinople était au point de tomber entre les mains des Turcs ottomans et de Mehmed II qui était à leur tête. Le dernier empereur de Constantinople, le dernier empereur byzantin qui s'appelait Constantin XI Dragazès, avait réuni, dit-on, d'une académie de savants qui discutaient du sexe des anges. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, en tout cas, elle est bien connue dans l'histoire du monde. Et puis, bon, ça a été balayé, voilà, par un effondrement du régime byzantin. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Discuter des quotas lorsqu'on n'a même pas les moyens de surveiller ses propres frontières me paraît assez délirant, mais ça a utilisé beaucoup de matière grise chez les députés et les sénateurs. Le deuxième point concerne les titres de séjour. Donc là, il y a un grand chapitre avec toute une série de points. Par exemple, le refus ou le retrait d'un titre de séjour qui avait été, je crois, ça a été une proposition qui avait été proposée par le Sénat. Un refus d'un titre de séjour lorsque le bénéficiaire n'allait pas prêter serment de respecter les principes de la République. C'est-à-dire la laïcité, l'égalité homme-femme, la démocratie, etc., etc. Bien. C'est sympathique comme projet. Bon. Mais d'abord, je ne sais pas sur quoi on demande aux gens de prêter serment, puisque par définition, nous sommes un pays laïque. Donc l'idée de prêter un serment, en général, on prête serment sur un texte religieux, sur la Bible, ou la Torah, ou le Coran. Mais on ne prête pas serment, prêter serment sur, je ne sais pas moi, la Constitution. C'est évidemment ce que fait un petit peu le président de la République lorsqu'il est investi, où il prête serment de garantir et la Constitution, de respecter la Constitution. On voit que c'est du pipeau, puisque Macron a bien fait ça lorsqu'il a été investi en 2017. Et en fait, il piétine allègrement la Constitution. Parce que c'est le problème aussi de ce genre de choses, c'est que, bon, on va faire prêter serment à des gens qui vont respecter les principes de la laïcité, de l'égalité homme-femme, etc., etc. Mais personne n'empêchera éventuellement quelqu'un de faire un parjure et de dire bon, si ça vous fait plaisir, je le fais. Donc, c'est une mesure qui, bon, est d'ordre symbolique, mais qui ne changera vraiment pas grand-chose aux problèmes actuels que ressentent les Français et sur lesquels je vais revenir. Autre point, c'est l'attribution d'un titre de séjour automatique pour les victimes de marchands de sommeil. Alors ça, c'est une mesure qui était proposée dans ce projet de loi, mais si on y réfléchit bien, des immigrés clandestins arrivés en France étant victimes de marchands de sommeil, c'est-à-dire vivant dans des conditions indignes, eh bien l'idée c'était de leur attribuer tout de suite un titre de séjour, alors qu'ils ne l'avaient pas. C'est quand même, je trouve personnellement, mélanger des sujets qui n'ont rien à voir. Entre d'une part, est-ce que oui ou non on veut que ces personnes soient en France, mais s'ils sont illégaux, c'est qu'a priori ils ont été retoqués pour l'obtention de droits de séjour. Et le fait d'être logés par des personnes indélicates, c'est quand même un autre sujet. On devrait poursuivre les personnes indélicates, d'une part, pour empêcher que ce genre de marchands de sommeil existe, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on va donner un titre de séjour. Enfin, ça, c'est une logique qui vient de LFI que je trouve
assez dingue. C'est exactement comme si, par exemple, on donnait à quelqu'un qui n'avait pas le permis de conduire, un garagiste lui donnait une voiture qui était en très mauvais état et qui roulait très mal, et voilà, et qu'on lui dise, bah écoutez, vous êtes dans une très très mauvaise voiture, donc ça va pas du tout, donc on vous donne le permis de conduire. Enfin, c'est incroyable comme histoire. Le titre de séjour également doit être facilité pour les métiers en tension. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a toute une série de métiers en France, comme par exemple dans le BTP, dans la restauration, où il y a de notoriété publique, ou par exemple pour la cueillette des fruits et légumes, etc., où de notoriété publique, on a recours à beaucoup d'immigrés clandestins. Et l'idée, c'était d'octroyer des titres de séjour pour ces travailleurs dans des métiers dits en tension. Ça qui revient en fait non pas à lutter contre l'immigration clandestine, mais à la favoriser en réalité. Donc c'était un projet de loi qui allait dans le sens finalement d'un accroissement de l'immigration. On notera d'ailleurs cette volte-face pas très très claire qui s'est passée au Rassemblement national, qui a voulu apporter un amendement pour refuser qu'on aille mettre son nez dans les petites entreprises de moins de 11 salariés, c'est-à-dire par exemple des exploitants agricoles ou bien des petits restaurants, et ils seraient indemnes, on ne serait pas allé vérifier s'ils employaient des clandestins. Bon. Enfin, tout ceci, on est quand même très très loin d'un projet de loi visant à arrêter l'immigration. D'autres projets faisaient partie également de cette loi. La réforme de la Cour nationale du droit d'asile, au lieu que ça soit une cour nationale, ça serait une cour départementale. Bon, c'est vraiment de la comitologie, c'est d'un fonctionnement administratif. Il n'y a à peu près pas grand-chose à en attendre du tout en termes concrets. Et puis la réunification des guichets pour enregistrer les demandeurs d'asile. Là aussi, ce sont une année, on va réunifier les guichets, puis 5 ans après, on va dire non, il faut décentraliser les guichets, et puis 5 ans encore après, on va dire non, il faut les réunifier. Bon, tout ça, c'est de l'agitation administrative, en définitive. C'est des petites querelles de burlins, mais qui n'ont aucun rapport, mais alors aucun rapport avec le problème migratoire qui est posé au pouvoir public par le peuple français dans son écrasante majorité. Alors vient ensuite un volet qui était peut-être certainement un des volets les plus sensibles, c'est celui des aides sociales, avec notamment la volonté imposée par la droite LR et l'extrême droite de supprimer l'aide médicale d'État, la fameuse AME, dont bénéficient les immigrés très facilement. C'est le thème de la pompe aspirante, où beaucoup d'observateurs, notamment à droite et à l'extrême droite, font valoir qu'il est très facile de se faire soigner en France aux frais de la princesse. N'importe qui peut venir du bout du monde et avoir des soins extraordinaires. Ça nous coûte des sommes absolument faramineuses. Ça favorise, ça attire l'immigration clandestine, etc. Tout ceci est vrai. C'est évidemment la suppression de l'aide médicale d'État est évidemment un chiffon rouge pour la gauche et l'extrême gauche qui fait valoir la tradition de solidarité vis-à-vis des plus démunis, etc., etc., sans tenir compte d'ailleurs des coûts que cela représente, ni de l'afflux d'immigrés clandestins supplémentaires, ou de passes clandestins, des immigrés via Schengen, des immigrés qui seraient entrés légalement, mettons, en Allemagne, en Italie ou en Grèce, et qui viendraient s'installer en France pour bénéficier de ce système. Alors, là, en fait, il y avait eu donc des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et cette position du Sénat avait en fait été modifiée par l'Assemblée nationale, par la commission des lois plus exactement, puisque ça n'a pas été examiné par l'Assemblée, mais par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui avait prévu de transformer ça, non pas en aide médicale d'État, mais en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire de préserver quand même cette aide médicale, mais de la réserver à des cas d'urgence, par exemple une femme enceinte prête à accoucher, ou par exemple des maladies extrêmement urgentes, je ne sais pas moi, une appendicectomie j'imagine, ou bien une crise cardiaque, etc. Mais pas des soins au long cours, qui sont des soins parfois des soins de confort, qui eux auraient été exclus. Donc il y avait également dans ce projet de loi la mise sous condition de certaines aides sociales à 5 ans de séjour régulier. Alors ça, on peut dire que c'était peut-être le point essentiel de cette réforme, c'est qu'actuellement, il faut attendre 6 mois pour bénéficier de toutes les aides sociales pour un immigré qui vient de s'installer en France.
avec par exemple les prestations chômage, allocations familiales, etc., etc. Et là, l'idée était de passer ça de 6 mois à 5 ans. Idée poussée par le Rassemblement national, par les Républicains, mais idée absolument refusée par les écologistes, par la France insoumise, qui estime que ce serait scandaleux que des immigrés qui viennent d'arriver n'aient pas droit tout de suite aux prestations familiales ou bien aux prestations chômage. Également, l'exclusion des personnes visées par une obligation de quitter le territoire français du droit à l'hébergement d'urgence. Alors ça, c'est encore une autre mesure. L'idée qui avait été développée au Sénat, c'était que des gens qui sont frappés d'une OQTF, c'est-à-dire qui sont clandestins, dont le dossier a été examiné et qui doivent être expulsés, eh bien ces personnes actuellement bénéficient, si elles n'ont pas d'hébergement, d'un hébergement d'urgence. L'idée du Sénat était d'empêcher ça, qu'il n'y ait pas d'hébergement du tout, de telle sorte que ça les incite à partir au plus vite, à regagner leur pays d'origine. Sauf que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait arrondi les angles, mais arrondi de façon considérable, en disant que oui, d'accord, mais sauf en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait vidé de substance le projet, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un frappé d'une obligation de quitter le territoire français n'avait pas le droit à un hébergement d'urgence, sauf en cas d'urgence. Bon. C'est-à-dire, en fait, ça avait été vidé de sens. Et puis enfin, il y avait d'autres mesures concernant la naturalisation, avec un durcissement des conditions à la nationalité. Par exemple, un exemple, c'est qu'actuellement, pour devenir français, il faut avoir été marié avec un conjoint de nationalité française pendant au moins 4 ans, et que qu'il y ait une communauté de vie, eh bien, il s'agirait de porter de 4 à 5 ans. On imagine que l'impact n'est pas quand même considérable de cette mesure. Et puis il y avait un durcissement du droit du sol à Mayotte. C'est très spécifique le cas de Mayotte. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, cette petite île de l'océan Indien, où une femme qui vient par exemple de Anjouan, de Mohéli ou de la Grande Comore et qui vient accoucher à Mayotte de façon illégale, à partir du moment où elle a accouché à Mayotte, son enfant, par le droit du sol, va être français et elle-même n'est inexpulsable, etc. Donc il s'agissait d'avoir un mode qui remettait en cause, en fait, certains principes fondamentaux du droit du sol. C'est également alors ça, la remise en cause du droit du sol, c'est aussi un chiffon rouge pour la gauche. Le regroupement familial également était concerné par un léger durcissement des conditions du regroupement familial, c'est-à-dire au lieu d'attendre, 3 ans, c'était reporté à 5 ans. Bon, ce sont des mesures à la marge, en fait. Ce sont des mesures qui existent déjà, mais qu'il s'agit, quand on dit durcir, c'est d'augmenter un petit peu la durée. Ce sont des raisonnements très technocratiques, en fait, qui sont derrière tout ça. Et puis alors, enfin, et pour en terminer avec ce projet de loi, vous voyez, j'essaie d'expliquer objectivement ce qui se passe, parce qu'on n'explique pas du tout aux Français ce qui se passe. Le dernier point concernait l'éloignement et l'expulsion des condamnés, avec le rétablissement du délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui est irrégulièrement en France, eh bien, ça serait considéré comme un délit, ce qui est un délit de fait, mais ça serait considéré vraiment comme un délit punissable, avec une amende, je crois, qui aurait été de 3 500 € par mois. La commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue là-dessus pour le supprimer. Personnellement, ayant été dans un très grand nombre de pays du monde, dans tous les pays du monde, si vous êtes illégal, et si vous êtes illégalement sur le territoire, c'est-à-dire si vous êtes entré illégalement, ou si vous avez eu un visa et que vous êtes resté malgré la péremption de la date limite du visa, dans tous les pays du monde, vous êtes arrêté, incarcéré, expulsé, éventuellement avec une amende. Enfin, donc en France, non. Et en France, notamment, Renaissance et la gauche à l'Assemblée nationale, à la commission des lois, trouvaient que c'était tout à fait scandaleux qu'on punisse quelqu'un qui soit en une situation irrégulière. C'est quand même incroyable. Parce que
À quoi ça sert finalement de chercher à être en situation régulière si quand vous êtes en situation irrégulière, finalement, on vous donne pour un oui ou pour un non un titre de séjour parce que vous logez dans des mauvaises conditions, parce que vous êtes dans un métier en tension, ou bien parce que tout simplement vous n'avez aucune amende qui soit là, donc vous pouvez rester comme ça indéfiniment. Le dernier point concernait la suppression de protection contre l'expulsion de certains étrangers. Donc là, tout le monde était à peu près d'accord. C'est que des étrangers, notamment ayant commis des attentats, en particulier contre les forces de l'ordre, n'auraient plus des limites pour être expulsés. Il y a actuellement une loi qui fait qu'un mineur de moins de 18 ans est inexpulsable. L'idée de certains sénateurs était de rabaisser ça à 16 ans. Alors, je vous ai présenté un petit peu tout ça, assez rapidement. Vous voyez qu'il y avait à boire et à manger dans cette loi. Vous voyez qu'il y avait des mesures de fermeté, de durcissement un petit peu de la réglementation actuelle qui avaient été adoptées au Sénat par la majorité des sénateurs, dont notamment LR, mené par LR et M. Retailleau, et puis également quelques députés proches du Rassemblement national. Et puis, quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été étudié. Il y a eu donc cette motion de rejet, de refus de lecture de ce projet. Mais la commission des lois de l'Assemblée nationale, où sont majoritaires les partis membres du gouvernement et également avec le Parti socialiste, avec les écolos et avec la LFI, eh bien, avait finalement vidé de substance un grand nombre de ces dispositions, de telle sorte qu'au bout du compte, ça mécontentait tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. La gauche considérait que c'était quand même un projet de loi félon. On a entendu des mots extraordinaires, une félonie, une forfaiture, c'était le fascisme qui arrivait, etc. Pourquoi ? Parce que on remettait en cause le fait de donner des prestations sociales ou médicales à n'importe qui arrivant, ou bien tout simplement parce que l'on remettait aussi en cause le principe du droit du sol. Donc ces deux acquis-là sont considérés par la gauche comme tout à fait impossibles à toucher. Et puis la droite et le Rassemblement national, eux, considéraient à l'inverse, eh bien que toutes les avancées, comme ils le disent, qui avaient été obtenues au Sénat, eh bien en fait avaient été réduites à néant par la commission des lois, et qu'en fait ce serait une loi qui, contrairement à ce que présentait la gauche, favoriserait encore plus l'immigration, notamment avec l'attribution de ces titres de séjour gracieusement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Moi, ce qu'il faut penser de tout ça, c'est que ce sont en fait des jeux politiciens, mais ce sont des jeux politiciens qui sont extrêmement loin des problèmes de la France d'aujourd'hui. Parce que la France d'aujourd'hui, c'est quoi ? La France d'aujourd'hui, c'est un pays où il y a une majorité de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés, ou que là, voilà, on est arrivé au maximum et qu'il faut maintenant arrêter l'immigration. Alors, les sondages, j'ai regardé les sondages, en fait, j'ai découvert que, comme d'habitude, les sondages disent des choses qui sont assez différentes les unes des autres, et que ça dépend d'ailleurs assez fortement du commanditaire du sondage. Donc j'ai vu des sondages, en gros, il y a des sondages qui disent qu'il y a 71%, 74%, 75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés, d'autres qui disent qu'il ne serait que 61%, 65%, d'autres qui disent qu'il se serait 50%. J'ai même vu un sondage qui dit que en fait, le nombre de Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés tendrait à diminuer depuis plusieurs années. Bon, moi je pense, il suffit quand même d'ouvrir les yeux et d'écouter ce qu'on entend un peu partout, je pense que les sondages en gros convergent quand même sur l'idée qu'il y a entre 2/3 et 3/4 des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Donc le principe de la démocratie, quel que soit ce que l'on peut en penser, ce serait de dire, c'est moi ce que je dis d'ailleurs depuis des mois et des mois, ce serait de dire il faut arrêter l'immigration. S'il y en a trop, il faut arrêter de faire venir de nouveaux immigrés. Ça paraît, si 75 ou 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés, la toute première chose à faire, c'est d'arrêter qu'il y ait de nouveaux immigrés qui arrivent. Ça me paraît que je crois que c'est la chose fondamentale. Or, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Je vous y renvoie. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Je rappelle que le gros de l'immigration en France, c'est une immigration légale. Légale qui passe parce que la France donne des titres de séjour, par exemple sur certains métiers,
Mais c'est aussi une immigration qui passe notamment par les titres de séjour qui sont diffusés dans toute l'Union européenne à des migrants. J'ai rappelé, je le rappelle une nouvelle fois, que Madame Johansson, commissaire européenne de nationalité suédoise chargée des affaires intérieures, a expliqué à Madrid il y a 15 jours qu'en 2023, il y aura eu à peu près 3 500 000 nouveaux migrants dans l'Union européenne, plus 370 000 migrants illégaux. Et a-t-elle dit l'objectif de la Commission européenne pour les années à venir, c'est d'augmenter la part des migrants légaux pour qu'il y ait pratiquement plus qu'un nombre résiduel de migrants illégaux, c'est-à-dire, si les mots ont un sens, la Commission européenne veillera à passer à 3,8, 3,9, voire 4 millions de migrants légaux par an dans l'Union européenne, c'est-à-dire à peu près la population française en plus de migrants tous les 16 à 17 ans, qui certes se répartit dans l'Union européenne, mais Mme Johansson elle-même a expliqué qu'il était hors de question de revenir sur les acquis des traités européens, c'est-à-dire notamment Schengen et la libre circulation des personnes. Alors, ce sujet est gardé totalement à côté de la plaque. Je suis le seul responsable politique français à en parler aux Français. Je suis le seul responsable politique à leur avoir donné les chiffres. Et j'observe que ni M. Zemmour, ni Mme Le Pen, ni M. Ciotti, ni M. Wauquiez, ni M. Édouard Philippe, et ni M. Dupont-Aignan, etc., n'ont repris à leur compte ce nombre. Si les Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés, il faut que la loi, ce que doit faire le gouvernement, ce que doivent faire les élus des Français, c'est de tenir compte du souhait majoritaire des Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis ? Ça veut dire que normalement, pour répondre aux soucis des Français aujourd'hui, il faudrait mettre sur la table, non pas de passer de 4 à 5 ans la durée du mariage pour avoir la nationalité française, c'est une blague. Non pas de réformer une commission nationale en faisant des commissions départementales, c'est une autre blague. Non pas de dire, ben voilà, en fait, pour les gens qui sont maltraités par des marchands de sommeil, on va leur donner le titre de séjour. C'est une blague. Ce que veulent les Français, semble-t-il, majoritairement, c'est qu'il y ait un arrêt de l'immigration. Un arrêt de l'immigration. Or, le projet de loi qui était ici présenté, qui indignait la gauche, qui ne satisfaisait pas la droite, de toute façon ne règle pas ce problème essentiel. De toute façon. Parce que pour régler ce problème essentiel, c'est pas tout ce fatras que je viens de vous dire qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu avoir un projet de loi qui dise que la France doit sortir de Schengen, doit sortir des articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le projet de loi aurait dû dire également que la France se retirait de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que le hasard veut que ce projet de loi immigration arrive au pire moment pour le gouvernement. D'une part, à cause de ces révélations de Mme Johansson, dont je parlais à l'instant. D'autre part, avec un fait divers qui est quand même assez extraordinaire, que vous avez peut-être suivi, et qui est le suivant. Il y a quelques jours, un ressortissant ouzbek, venu de République d'Ouzbékistan, capitale Tachkent, c'est une ancienne république d'Asie centrale de l'Union soviétique. Un ressortissant ouzbek qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une OQTF, avait des avocats qui devaient lui avoir été d'ailleurs payés par la puissance publique via des organisations, des associations d'aide aux migrants, parce qu'il y a aussi ça, c'est que les contribuables ils ne se rendent même pas compte que leur argent sert à financer des associations qui sont là pour aider les migrants à contourner les lois françaises. J'ai déjà eu l'occasion de les dire maintes fois. Donc, ce ressortissant ouzbek, eh bien, s'était porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est évident qu'il était aidé. Quand on est ouzbek et qu'on débarque en France comme un immigré clandestin,
l'idée d'aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas forcément de soi. Donc c'est forcément qu'il y avait des réseaux d'associations, etc., qui visent en fait à contourner la volonté majoritaire du peuple français. Or, la Cour européenne des droits de l'homme avait donc interdit à la France d'expulser cet Ouzbek. Bien. Donc l'OQTF qui avait été délivré par une autorité préfectorale ne pouvait pas être mise en œuvre d'après la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, où je rappelle que c'est pas la même chose que la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, ça appartient à l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est au-dessus. Ça n'est pas la même instance. Et il y a eu, je l'ai déjà dit souvent, un rapport de 2019 qui a montré que c'était un organisme entièrement infiltré, en fait, pas entièrement, mais assez largement infiltré par des associations, soit américaines, soit de l'Open Society de George Soros. Il y avait un article du Figaro qui indiquait qu'il y avait quasiment 10% des juges sur la centaine de juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui étaient en fait quasiment des employés de George Soros. En attendant donc, la Cour européenne des droits de l'homme, élue par personne, élue par aucun Français, a interdit au gouvernement d'expulser cet Ouzbek. Sauf que le gouvernement et M. Darmanin, d'un seul coup saisi par une volonté de faire preuve d'autorité, a expulsé l'Ouzbek qui a été dirigé direction Tachkent. Or, on vient d'apprendre hier ou ce matin, on a appris que le Conseil d'État, c'est-à-dire l'institution du droit administratif suprême, sous le Conseil constitutionnel, mais le Conseil d'État, qui a dû être saisi de nouveau toujours par les avocats de l'Ouzbek en question, eh bien le Conseil d'État a exigé, on apprenait ça ce matin, a exigé que la France revienne sur l'expulsion de l'Ouzbek, c'est-à-dire quasiment à Tachkent pour aller lui dire non, non, revenez chez nous. Voilà. On marche sur la tête. Et tout ceci n'est pas traité du tout par cette loi. C'est-à-dire que cette loi ne traite aucun des problèmes fondamentaux. Les problèmes fondamentaux de l'immigration en France, c'est notre appartenance à l'Union européenne, qui a le fin mot de la politique migratoire, depuis notamment le traité d'Amsterdam de 1999. Deuxièmement, pas un mot sur l'espace Schengen. Troisièmement, pas un mot sur les organisations, les ONG, les SOS Méditerranée, etc., financées par George Soros, l'Open Society et des organisations américaines. Quatrièmement, pas un mot sur la Cour européenne des droits de l'homme. Pas un mot donc sur les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et pas un mot non plus sur tout simplement la volonté des Français de faire respecter leur décision à eux, qui est d'arrêter l'immigration. J'ajoute d'ailleurs, au passage, qu'il y a également quelque chose qui n'apparaît nulle part dans toutes ces problématiques, c'est la problématique démographique. Parce que tout ceci se passe au moment même où l'on apprend que l'année 2023 va peut-être, pour la première fois depuis 1944, déboucher sur un solde naturel négatif, comme on dit, c'est-à-dire où le nombre de naissances des nationaux, des locaux, des Français, sera peut-être, à la fin de cette année, inférieur au nombre des décès. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation démographique qui s'aggrave. La démographie en France est effondrée depuis François Hollande, qui avait pris d'ailleurs des décisions contre les prestations familiales. Et donc la démographie en France s'effondre depuis quelques années. Et on en est quasiment même pas au non-renouvellement des générations, mais même à la diminution de la population d'origine locale. Il n'y a jamais dans toutes ces conversations, dans toutes ces négociations, dans toutes ces prévisions, ces prédictions, ces projections de la Commission européenne sur les nécessités économiques qu'il y aurait à avoir des questions migratoires, il n'y a jamais un mot qui concerne justement la politique familiale. Lorsque Mme Johansson explique qu'il faut absolument qu'il y ait 4 millions d'immigrés en plus tous les ans parce qu'on en a besoin économiquement, elle pourrait quand même se poser la question de dire qu'il faudrait quand même que les populations soient concernées.
Est-ce que, par exemple, faire venir des migrants massivement venus de d'autres zones géoculturelles et religieuses, et bien entendu tout le monde pense à l'islam, les faire venir par millions tous les ans, est-ce que c'est raisonnable? Ça n'est pas dans les calculs de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a personne qui pourrait dire peut-être que plutôt que d'avoir sur 17 ans une nouvelle France entière d'une population française de migrants, il vaudrait peut-être mieux relancer la natalité française ou italienne ou allemande? C'est une question qui, semble-t-il, est abordée par absolument personne. Le dernier point que je dirais là-dessus, c'est qu'il n'est pas question non plus, dans tout ce que je viens de dire, du fameux pacte sur les migrations, dit pacte de Marrakech ou traité de Marrakech de 2018, sur lequel j'avais fait des vidéos, et qui postule que la France et la plupart des pays de l'Union européenne ont signé et ratifié ce traité de Marrakech qui postule que tout être humain a le droit à la migration et que quasiment les États n'ont plus à s'y opposer. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est faire des migrations ordonnées et sûres. Sûres et ordonnées, c'était le terme qu'avait d'ailleurs repris Mme Johansson dans sa communication à la conférence de Madrid que j'évoquais tout à l'heure. Alors voilà. Donc qu'est-ce que l'est la conclusion générale de tout ça? Premièrement, c'est encore une espèce de crise de nerfs à la française. Ce projet de loi ne résoudra rien du tout, en fait. Qu'il soit adopté ou pas adopté, ça ne résoudra rien. En tout cas, rien de ce que souhaitent les Français. Les Français voudraient quelque chose de tangible. Les Français voudraient avoir le sentiment qu'ils reprennent en main leur choix migratoire. C'était d'ailleurs, soit dit en passant, l'interview qu'a donnée M. Édouard Philippe au JDD d'hier, le JDD du 10 décembre, où M. Édouard Philippe a enfilé les platitudes et les phrases verbeuses qui ne veulent rien dire. Il les a enfilées au kilomètre en disant que lui, il était favorable à être plus vigilant pour les gens qui viennent s'installer sur notre sol et plus ferme quand on respecte nos lois. Bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est du pipeau, puisqu'on n'a pas les moyens. C'est pas nous qui décidons, c'est la Commission européenne dont il ne parle pas. C'est l'espace Schengen. C'est le traité de Marrakech sur l'immigration. Monsieur, d'ailleurs, Édouard Philippe, qui doit se mordre les doigts d'avoir donné cet entretien au JDD, puisqu'il était là, il disait qu'il soutenait à fond le projet de loi de M. Darmanin et qu'il est tout à fait favorable aux quotas. Alors ce soir, évidemment, M. Édouard Philippe va se cacher parce que c'est une gifle pour Darmanin, pour Borne, pour Macron, mais c'est aussi une gifle pour Édouard Philippe. Et puis le problème, il reste devant nous. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'accord entre les oppositions. Si cette gifle a été administrée par l'Assemblée nationale, mais par deux blocs de députés qui sont en désaccord fondamentaux. La gauche trouvait que ce projet était absolument scandaleux parce qu'il était il était xénophobe, raciste, discriminatoire, etc., etc. Tous les adjectifs qui ont été utilisés. Et la droite et le Rassemblement national considéraient que ce projet de loi, après son passage en commission des lois de l'Assemblée nationale, était devenu en fait absolument inodore et sans saveur, et même allait favoriser de nouveau une immigration. Donc en fait, la France est dans une situation de blocage complet. Alors, je conclurai là-dessus. Comment sortir d'un blocage complet? Normalement, Macron, en effet, devrait dissoudre l'Assemblée nationale, parce que le problème vient qu'il n'a pas de majorité non plus. Mais le problème, il vient en fait, il vient de plus loin. Parce que le problème de fond, c'est que Macron, il sait très bien quelle est la situation. Mais aussi Bardella, Zemmour, Madame Le Pen, Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Retailleau, Monsieur Ciotti, ils se savent tous. Tout ce que j'ai dit là, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Ils savent tous que de toute façon, ça n'est plus la France qui décide. Nous sommes englués dans l'Union européenne. Or, tous, pour faire carrière, parce qu'ils savent que s'ils disent qu'il faut un Frexit, ils seront blacklistés des médias, et ça, c'est pour eux la terreur, ils préfèrent leur petite carrière à eux plutôt que le salut de la France.
Donc, ils sont tous d'accord pour respecter une totale omerta sur ce que les Anglais, ils ont une jolie expression. Ils disent l'éléphant dans le couloir. Ils font semblant de ne pas voir l'éléphant qui est dans le couloir, c'est-à-dire que ces questions migratoires, tant que nous resterons dans l'Union européenne, dans la Cour européenne des droits de l'homme et dans le pacte de Marrakech, eh bien, aucun projet de loi ne pourra apporter au peuple français ce qu'il souhaite, semble-t-il, dans son écrasante majorité, qui est l'arrêt de l'immigration de façon drastique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ici ou là encore des choses, mais arrêt de l'immigration de façon drastique. Ce qui veut dire, par exemple, aussi arrêt, par exemple, du regroupement familial. Mais le regroupement familial est obligatoire à partir du moment où nous sommes dans l'Union européenne. Alors, normalement, si nous étions en démocratie, le chef de l'État devrait organiser un référendum. Le Rassemblement national demande régulièrement sur l'ère des lampions un référendum sur l'immigration. Le problème, c'est que le Rassemblement national n'est jamais entré dans le détail de ce que serait ce référendum sur l'immigration. Parce qu'un référendum doit porter, c'est une question où on doit répondre par oui ou par non, sur une question qui est d'une très grande clarté, qui ne souffre pas d'ambiguïté. Par exemple, si vous dites un référendum, vous êtes pour ou contre l'immigration, ça ne veut rien dire en fait, concrètement. Quel serait, imaginons qu'il y ait 65% des Français qui disent qu'ils sont contre l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on reste bien sûr dans les espaces que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc en fait, le seul référendum qui vaille, là, le seul où on demanderait aux Français vous votez oui ou non, et où il n'y aurait pas de difficulté d'interprétation, ce serait un référendum où on demanderait aux Français, premièrement, est-ce que vous voulez que la France reste ou sorte de la Cour européenne des droits de l'homme? Oui ou non? Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxièmement, est-ce que vous voulez que la France reste ou sorte du traité de Marrakech sur les migrations internationales? Oui ou non? Aucune ambiguïté. Troisièmement, est-ce que vous voulez que la France organise un Frexit migratoire, c'est-à-dire dénonce les articles des traités européens 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne? Oui ou non? Je note d'ailleurs que si les Français répondaient oui aux deux premières questions, la France pourrait sortir sans difficulté de la Cour européenne des droits de l'homme et la France pourrait sortir sans difficulté, enfin il y a des procédures à suivre, du pacte sur l'immigration. En revanche, si les Français votaient oui à la dernière question, la sortie des articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'était ce qu'avait dit Michel Barnier lors de son tour de piste, lorsqu'il avait brigué l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Rappelez-vous, en 2021, c'est ce qu'il avait dit. Il s'était fait évidemment agonir d'injures à l'époque par les médias. Mais enfin, c'est ce qu'il avait dit. Mais imaginons que les Français votent oui à la sortie par la France de l'article 67, 77 et 78 du TFUE. Eh bien, le problème serait reporté d'une case, puisque le gouvernement français, l'État français, ne peut pas sortir de 3 articles du traité. La seule chose qu'il peut faire, c'est rester dans l'Union européenne, donc accepter ces articles, donc continuer l'immigration, ou bien sortir de l'Union européenne. Donc ça, c'est tout autre chose. Ça s'appelle le Frexit. En réalité, ce à quoi nous assistons sous nos yeux, c'est que la France est devenue ingouvernable parce que nous avons des structures supranationales, au premier rang desquelles l'Union européenne, qui nous imposent une politique, en l'espèce migratoire, mais c'est vrai dans tous les autres sujets, mais en l'espèce une politique migratoire qui est contre la volonté de 66, des 2 tiers ou des 3 quarts des Français. Il est là le problème. C'est qu'il faut choisir entre l'Union européenne et l'immigration, ou l'arrêt de l'immigration et la sortie de l'Union européenne. Alors poser des questions comme ça, évidemment, il n'y a plus personne sauf moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne me donne pas la parole dans les grands médias, mais je vois sur le terrain et sur Internet
que les analyses de l'UPR sont en progression exponentielle en ce moment, et je vous donne rendez-vous le 9 juin prochain pour les élections européennes, parce que la seule vraie réponse à ce qui vient de se passer, la seule vraie réponse, c'est que les Français disent « on a compris qu'en fait, de toute façon, votre projet de loi à la noix, de toute façon, n'aurait pas réglé le problème. Eh ben, on va reprendre maintenant le pouvoir, on va reprendre les choses en main, et ça commence d'ores et déjà par envoyer au Parlement européen des représentants du parti blacklisté qui s'appelle l'Union populaire républicaine et qui dit la réalité des choses et de la situation sans jamais avoir été démentie par les événements depuis 16 ans et demi. Vive la France et vive la République.